26 août 2025. Alors, on commence par où? Attendez. Je vais commencer. Donc, voilà. Je venais de vous parler tout à l'heure de la délégation qui est arrivée au Rwanda, porteur des messages apocalyptiques. Kagame est dans la zone rouge. Mais avant ça, je vais vous dire que le gouvernement congolais doit se réveiller. Il doit se réveiller. Les Américains n'aiment pas des fainéants. Les Américains n'aiment pas des gens qui ne font rien, qui attendent tout. Les Américains sont des travailleurs. Les Américains veulent, dans un deal comme celui que nous attendons ici, que la partie congolaise soit entreprenante. Voilà. Que la partie congolaise montre qu'ils essayent de faire quelque chose. Il ne faut pas être là en train d'attendre. Non, c'est un partenariat. Je suis en train de dire ça, je sais de quoi je parle. Parce que nous donnons l'impression que la RDC n'a pas des gens compétents, des gens capables de pouvoir accompagner le président dans cette histoire de deal. Combien de fois nous avons insisté que dans cette histoire, mettez les Congolais qui ont acquis la nationalité américaine. C'est très important. Ne dites pas non, tout ne doit pas se faire seulement en anglais, il y a des interprètes. Mais pourquoi vous cherchez des interprètes pendant que vous avez quelqu'un qui peut directement parler en anglais? Nous avons beaucoup de gens aux États-Unis qui peuvent faire ce travail-là, qui sont dans ce domaine des affaires, parce que le dit là, c'est les affaires. Comment les Américains considèrent les affaires, comment ils prennent les affaires, quelle est la doctrine des affaires des Américains, leur philosophie, leurs limites, qu'est-ce que les Américains font, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire en affaires. Tout ça, quelqu'un qui vient du Congo ne va pas comprendre ça. Mais quelqu'un qui vit avec eux, il sait qu'il y a certaines choses un Américain ne va pas faire. Mais il ne va pas te dire il ne va pas faire. Il va dire, oh, it's okay, we're going to do it. Ça va, on va faire ça. Don't worry. T'en fais pas. Il a dit comme ça, mais il te sourit là. Toi, tu penses que ça va. Quand il va aller dire, mais le type là, est-ce qu'il est normal? Il me demande, moi, je sais pas, de corrompre telle personne. Je ne peux pas faire ça. Parce que ça ne se fait pas en Amérique. Il y a, je crois, un Togolais ou un Camerounais. Non, ou un Ouest-Africain, là, je ne sais pas, Ivoirien, aux États-Unis. C'était dans notre université. On a appris l'histoire. Hein, que il a regardé en ligne, parce que nous, quand vous étudiez, vous accédez en ligne pour voir votre progression. Vous avez 4 cours ce semestre. Le semestre précédent, vous avez eu peut-être 4 cours encore. Vos cours sont là et même les cotations sont là. Vous avez fait un projet, vous avez remis, on vous a coté, vous voyez les points là-bas. Si le professeur t'a envoyé un message pour dire non, non, ce travail je n'ai pas accepté, peut-être tu as fait le plagiat, il t'écrit, il te renvoie refaire le même travail. Maintenant, les gars, regarde ce code. Ah, il dit non, 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 non. Cette année, je vais échouer.
ce cours-ci risque de me faire échouer. Et si j'échoue, je n'aurai plus les financial aid. Financial aid, c'est l'aide financière que le gouvernement américain met à la disposition des gens qui sont low income, donc ceux qui ont un pouvoir faible, un pouvoir d'achat faible. Voilà, un peu ça. C'est-à-dire, tu n'as pas de papa ou maman, ou ils sont là, mais ils n'ont pas. Quand on regarde dans leurs impôts, tax return, on regarde qu'ils n'ont earn income tax, EIC, n'est pas, c'est vraiment trop faible. Peut-être c'est $2,000 ou $3,000. Ils disent que non, non. Parce que quand vous donnez les 10-40, là, ils vont regarder dans le 10-40, ils vont aller dans, je crois, EIC c'est le point 24, hein, si j'ai bonne mémoire. C'est quelque part là. Ils vont regarder là-bas, ils vont dire non. Pour papa ou pour maman, ils regardent, ils disent celui-ci, on peut le qualifier. Vous pouvez avoir l'aide financière. Quand j'avais commencé, c'était comme 5 000, c'était $5,000 par trimestre. Après, quand je vous allais, là c'était dans les community college, comme les instituts supérieurs. Parce que là-bas, je prenais quelques cours qui devaient bump up. Donc, mon major, donc ce que je voulais faire, les études que je voulais faire, il fallait prendre quelques cours là-bas. Alors, on payait pour moi. Mais quand je suis arrivé à l'université pour le master, là-bas, il fallait que je prenne le loan, le student loan. J'ai presque $80,000 à payer à l'État américain. Bon, ça, il y a une façon de payer ça. Même les Obama, tous les présidents là, ceux qui ont étudié, la plupart, ils n'ont jamais terminé à payer. Il y a beaucoup d'Américains, ils payent, mais ils payent progressivement, ça peut prendre 20 ans. Tu payes. C'est pas l'argent qu'on doit te mettre la corde au cou, non, tu dois payer maintenant. Non. J'ai déjà fait, je crois, 3 ou 4 ans de deferment. Donc, j'ai un, j'ai un, j'ai un différé. Ça, deferment, c'est un différé. Donc, j'ai dit que je n'étais pas en mesure de payer cette année-là. Et si on pouvait repousser ma dette. On a repoussé, je crois que c'était en 2020. Avant la Covid, là, oui. Et pendant la Covid, je n'ai pas pu payer parce que c'était le moment où on ne travaillait pas. Donc, je devais déclarer pour qu'on puisse. Alors, l'ami, l'Africain, là, il regarde ses cotes, il voit que non, il va échouer. Et s'il échoue, on va couper ce financial aid. Et si on coupe ça, donc il sera en probation. Donc, probation, c'est une période probatoire, en français comme ça, oui. Une période où on ne te donne pas les avantages là, mais tu y es admis à étudier. Tu dois payer maintenant avec l'argent de ta poche, jusqu'à ce que tu passes des classes avec une bonne moyenne. Donc, ton GPA doit être au-dessus de 3 points, quelque chose. Dès que tu as fait ça, les semestres qui suivent, tu le fais encore, on te réintègre dans le système, tu peux encore aller appliquer, avoir l'argent. Quand il voit ça, il dit non. Là, je risque d'échouer. Et il est allé voir un professeur avec l'argent. Le professeur lui demande, il dit, what is this? So, oh no, this is for you. It's like a gift. I brought it so you can see what to do because my report is not letting me move forward. What? Le professeur dit, je ne comprends pas. Il dit non, je suis venu te donner un cadeau pour que tu voies dans les rapports. Je n'ai pas un bon rapport au niveau de ton cours. Je risque de ne pas passer. Ça va affecter. Je dis bon.
Et pour ça, tu dois me donner l'argent. Oh, ce n'est pas dans le mauvais sens. Le professeur a pris l'argent là. On a convoqué la réunion de la faculté. On a mis ces garçons-là dehors avec interdiction d'étudier dans les universités américaines. C'était pas trop, hein, je crois que c'était 200 ou 300 dollars. Le prof dit, tu voulais me bribe, donc bribe c'est, tu voulais me corrompre. L'histoire là, c'est ce que nous évitons que la RDC se retrouve en train de faire quand ces Américains-là viendront commencer à faire ce genre de pratique. Vous pensez que c'est rien? Au Congo, quand vous êtes au Congo, la corruption, on trouve, non, chef, j'ai trouvé un peu de carburant pour vous. Vous dites ce carburant. Ah, merci beaucoup, vraiment. Merci. Ouais, il compte devant toi. Ah, mais j'ai mes gars là, il faut penser à eux. Ah, oui, oui, j'ai quelque chose pour eux aussi. On va donner à ses adjoints. Tout le monde est corrompu, le service. C'est normal. Les Américains, ça ne passe pas. Ça ne se fait pas. Dès que vous faites, ils seront choqués, scandalisés. Ils vont faire un rapport. Les congrès américains risquent de mettre le deal en difficulté quand ça sera déjà en train de... Vous voyez, il y a des choses, il y a des pratiques. Il faut mettre des Congolais américains autour de ces deals pour sauver les deals, pour avancer avec ça, éviter trop d'erreurs, trop de choses qui peuvent remettre en cause. Ils apprenaient qu'il y a la corruption au Congo. Maintenant, là, ils viennent, ils se retrouvent au Congo. On commence à leur faire ça parce que les gens ne savent pas que c'est mauvais pour eux. Ils trouvent que c'est normal. Non, il ne faut pas. Donc, il faut vraiment que nos dirigeants pensent à ça. Vous ne pouvez pas faire le deal avec les Américains sans les Congolais américains. Je répète, vous ne pouvez pas signer ce partenariat avec les Américains sans les Congolais américains. Ils sont nombreux qui peuvent faire bien le travail. Nous éviter là où nous pouvons faire un mois, faire un jour. Vous aurez des gens qui ne parlent pas l'anglais, qui ne connaissent pas la culture américaine, sur un petit texte, qui vont mettre du temps à traduire, la compréhension, tout ça, ça va être... Ils vont mettre dans ChatGPT ou dans Google, tout ça pour traduire. Ça ne va pas donner la compréhension réelle parce que là, ce sont des machines, c'est automatique. Mais quand vous avez des gens qui peuvent... Il lit directement, il vous dit, ça veut dire ça. Ah, donc demain, nous devons faire telle tâche. Ils attendent tel rapport à tel. Donc ça passe vite. Là, on pouvait faire 2 mois avec des Congolais américains qui sont dans les sillages, dans les rouages des affaires, tout ça avec les Américains. Ils peuvent vous aider à réduire le temps et faire bien le travail. Les rapports, tout ça. C'est très important. J'exhorte nos autorités à ne pas négliger ça. Ne vous mettez pas en tête, non, il dit ça pour que lui puisse avoir du travail. Mais si on a besoin de 50 000 Congolais qui doivent travailler avec les Américains, moi, celle-ci, je peux représenter 50 000 personnes. Quand quelqu'un réfléchit comme ça, il est tellement bête que sa haine pour moi ou pour un Congolais peut l'amener à refuser une solution qui peut aider beaucoup de gens. Quand je parle là, ce n'est pas pour moi. Je parle pour des millions de Congolais qui sont capables de pouvoir travailler. Vous allez avoir quelqu'un qui a l'ordinateur, qui tape comme ça. Parce qu'il a étudié à Kinshasa, dans une institution. Il n'a jamais utilisé vraiment l'ordinateur. Je ne dis pas qu'au Congo, il n'y en a pas. Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. Or, on aura vraiment besoin de beaucoup de gens. Il ne faut pas qu'on commence à les prendre des gens en Ouganda, au Kenya, au Nigeria. Non, pendant qu'il y a des Congolais américains, Congolais sud-africains, Congolais
Canadiens, Congolais, de British, donc en Angleterre. On peut prendre tous ces gens-là qui sont déjà dans la culture anglo-saxonne, en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Ils sont là. C'est le même style. Mais c'est plus les Congolais qui sont aux États-Unis qui peuvent prendre le leadership de ça et vous amener tous les autres Congolais qui sont dans les pays anglophones qui ont la même culture anglo-saxonne. Ça va faciliter les choses. Ça va vraiment faciliter. Tous ces enfants-là, nos enfants qui ont 25, 26, 27 ans, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, partout là-bas, qui, depuis l'école primaire, ils étudient avec des ordinateurs. Ils utilisent ça. Ils maîtrisent beaucoup de programmes, les softwares. Ils utilisent plusieurs systèmes. Ça sera facile pour eux que venir commencer à apprendre quelqu'un à Kinshasa, comment Oracle fonctionne. Il y a quelques entreprises qui utilisent ça. Oui, oui. Mais ça sera beaucoup d'entreprises américaines. Il ne faut pas que ce soit comme les Chinois. Ils viennent au Congo, ils amènent les Chinois au Congo. Non. Il faut que cette histoire de deal avec les Américains, ça soit au bénéfice des Américains. La diaspora américaine doit jouer un grand rôle, les rôles prépondérants. Accepter, souffrir comme ça, mais c'est un deal avec les Américains. Ils vont se sentir plus à l'aise avec les Congolais américains qui seront en mesure de parler et l'anglais et le français. Donc, ils joueront l'intermédiaire entre ceux qui sont au pays et eux. Même dans tous les milieux, dans les milieux reculés, là où il y aura des entreprises. Les entreprises ne vont pas s'installer à Kinshasa. Les entreprises seront à Kisangani, à, je ne sais pas, à Likasi, peut-être à Mweneditu, à des endroits où on aura besoin d'avoir des gens qui sont déjà du coin, qui peuvent faciliter les choses. Et c'est au fur et à mesure qu'on va maintenant drainer les Congolais qui sont au Congo, en prenant progressivement, en formant progressivement, en envoyant les jeunes étudier aux États-Unis, les formations, parce qu'il y aura vraiment les visas, ça sera ouvert. Hein. Dès que ce deal est signé, vous verrez vous-même. Sur le plan de l'immigration, les Congolais vont commencer à aller aux États-Unis comme... Ça sera comme un... Comme si tu vas au marché. Oui, les Américains viendront, les Congolais iront. Ça sera vraiment la politique de l'immigration va changer. Les Congolais peuvent avoir, ils partent aux États-Unis pour 10 ans. Oui, parce qu'il n'y aura pas de problème. Quand vous êtes à Dubaï, les gars là, les autochtones là, ils partent aux États-Unis. C'est comme si c'est le même pays. Parce que quand vous regardez Dubaï, vous regardez Oman, vous regardez Bahreïn ou le Koweït, vous pensez que vous êtes aux États-Unis. Ils ont exactement la même structure dans la gestion du pays. Toutes les routes, tous les hôtels, les restaurants. Vous allez, si on ne vous dit pas où est-ce que vous êtes, les hôtels, tout ça, les aéroports, c'est comme si vous êtes aux États-Unis. Donc, beaucoup de Congolais quitteront la RDC pour aller étudier. Et ça sera extraordinaire. C'est un moment que je demande les églises, n'arrêtez pas de prier pour la RDC. Je dis, c'est l'âge d'or de la RDC. Ça part de maintenant jusqu'à plus de 200 ans, on ne sait pas, cette collaboration. Tu sais qu'il va passer, il y aura d'autres présidents, c'est une histoire qui ira 200, 300 ans, si Jésus ne revenait pas. Mais ça commence avec lui. Donc, il faut que nous puissions apprendre à faire bien les choses. Vous savez que le président kenyan va aller aux États-Unis.
Bon, va aux États-Unis, pas... Parce que va aller ne se dit pas en français. Ira aux États-Unis pour chercher à colmater les brèches. Il est mal vu par l'administration Trump. J'espère que Trump va l'humilier comme vous n'avez pas idée. Vous avez vu comment il a fait à Macron? Zelensky, pour la première fois, vous avez vu comment Trump l'avait humilié? Comme William Ruto essaie d'aller chercher à corriger ses erreurs avec Trump. C'est là qu'il va être humilié parce que les Américains ont tous les renseignements sur lui. Sur tout son activisme, sur les... Pourquoi Hippolyte Galambe n'a plus tenu sa conférence là avec les autres opposants au Kenya? Je vous avais dit, non? Que l'administration américaine, donc le département d'État, avait appelé William Ruto pour lui dire, si tu oses donner accès à ces criminels-là dans ton pays, tu es fini. Ça a commencé au Sénégal. On a refusé à Hippolyte Galambe parce que le jeune président là, il est bien avec les Américains. Il y a beaucoup de projets d'investissement, l'infrastructure américaine au Sénégal. Il a dit, hey, la RDC est déjà avec les Américains, je ne veux pas de problème. Trouvez une autre place où vous irez faire votre conférence. Ils ont dit, ah d'ailleurs, il n'y a pas de problème, même si tu refuses, on va aller au Kenya. On va au Kenya. Pendant qu'il se dirigeait vers le Kenya, l'administration américaine appelle ces gens-là, ils ne peuvent pas se poser chez toi. Jusqu'aujourd'hui, on vous a dit que Hippolyte Galambe a tenu sa conférence. Vous jouez avec les Congolais. Hein. Pression autour de américain. Un petit truc, nous parlons déjà, ça gâte tout. Ils suivent ce que nous faisons ici, tout ce que nous disons là. Les services secrets scrutent tout ce que nous disons parce qu'ils veulent savoir la température de la RDC à travers ce que nous disons chaque jour. Ils décortiquent, ils ont des logiciels forts qui traduisent le tout et il y a même des gens sur place qui expliquent. Non, Moubenga est en train de dire ça. Dès qu'il y a un truc, oh non. Hippolyte Galambe veut aller avec les Katumbi et les autres faire la réunion à Nairobi. Ils ont entendu ça, ils ont communiqué, on a annulé cette réunion jusqu'aujourd'hui. Vous avez vu encore la réunion? Non. Hippolyte Galambe, là où il est, maintenant il comprend que l'argent n'a pas de valeur. Parce qu'avant, il pensait qu'avec son argent, il peut acheter les Congolais, il a tout fait. Il a acheté les Perros noirs, il a acheté tout le monde pour travailler pour lui. Je vois comment les Perros et les autres sont en train de pleurer. Ils ont compris que ce n'était pas l'argent qui était le problème. Si le peuple ne veut pas de toi, tu peux utiliser tout l'argent que tu as. Je ne pense pas que Moutamba a l'argent à donner aux jeunes à Kinshasa qui sont en train de manifester, qui font la veillée chez lui à la maison. Quand le peuple veut de toi, il ne te demande pas l'argent. Quand tu vois quelqu'un en train d'acheter des gens, oh non, j'achète les journalistes, j'ai envoyé 200 000 à tel. Non! Nous, ici, nous travaillons pour la République. Gratuitement. Tshisekedi ne nous a jamais donné même un bic. Félix Tshisekedi, président de la République, il dit, bon, pour ceux qui, en tout cas les journalistes là, les communicateurs de la RDC sont forts, vraiment, merci beaucoup. Voilà, j'envoie à chacun un bic. Ou je vous appelle, venez, je vous donne chacun un bic. Il n'a jamais donné. Mais nous le faisons gratuitement. Pendant que les autres, on les achète, on leur donne des parcelles, on leur donne des millions. Les comptes sont bien garnis. Mais est-ce qu'ils réussissent? Est-ce qu'ils réussissent à renverser la tendance? Le peuple nous écoute, nous. Le peuple n'écoute pas ces gens. Ils peuvent râler, ils peuvent crier, comme ils peuvent manipuler les informations pour traumatiser le peuple. Mais quand nous, on se met, on balaye comme ça, le peuple nous écoute, nous. Ouais. C'est comme ça que même le gouvernement, même quand on fait des critiques dures là contre le gouvernement
c'est sans secouer parce qu'ils savent que nous, le peuple nous suit. Ils doivent seulement suivre ce que le peuple veut. Et nous, nous disons ce que le peuple veut. Pas question de ces histoires-là de oh, union sacrée. Ces histoires-là, ça nous profite à quoi? Il faut mettre cette constitution-là dans le feu. Maintenant qu'on sait qu'Hippolyte Kanambe, c'est un sujet rwandais, prouvé. Parce que tant qu'on n'avait pas fait le procès, les gens croyaient que c'était un Congolais. Maintenant qu'on a donné des éléments, on a justifié. Tout le monde comprend que, ah, c'était un Rwandais. Pourquoi maintenant on doit garder une constitution qu'un Rwandais a imposée à un pays? Oh non, c'est la meilleure des constitutions. Il y a même des professeurs d'université qui vous disent c'est la meilleure des constitutions, comme si c'est eux qui ont écrit ça. La plupart, ils sont conscients de ce que je dis. Mama F. Bazaïba est aujourd'hui ministre dans le gouvernement de Soumino. Elle était à Sun City. Elle sait très bien que beaucoup de Congolais n'avaient pas participé dans l'élaboration de cette constitution-là. Beaucoup, c'était, on leur donnait l'argent, ils allaient faire l'ambiance, surtout les hommes. Hein. Ambiance, ils sont avec des femmes dans les hôtels, pendant que les Rwandais étaient en train de rédiger tout ça avec les Louis Michel, toutes ces histoires-là. Vous avez suivi prof Kabamba, qui travaille avec les libéraux belges là. C'est eux qui ont boutiqué cette constitution-là. Ça n'a rien de, ni l'esprit, ni l'âme du peuple congolais. Ce n'est même pas la volonté du peuple. C'est pourquoi vous voyez chaque fois, au lieu que le peuple demande à Soumino des comptes, on demande au président. Le président Mboko, on dit comment hein? On ne demande pas au Premier ministre, mais on demande au président. Donc, même dans la Constitution, ils ont fait une Constitution qui est contre les aspirations du peuple. Pour le peuple congolais, dans notre essence, nous avons grandi dans nos tribus avec un roi, avec un chef. Nous, on regarde les chefs, on ne regarde pas vos histoires, les régimes parlementaires et les systèmes parlementaires. Non. Nous, c'est le président. Donc, on devait avoir une constitution qui est dans un système politique qui respecte les prérogatives du président, mettre un régime présidentiel. Vous voyez? Donc, on doit nous enlever, on doit débarrasser de tout ça. Moïse Nyarugabo vient de parler à ses frères rwandais au Rwanda. Bon, parce qu'on dit que c'est un Nyamulenge. Mais il a parlé au Rwanda aujourd'hui. Il parlait en Kinyarwanda en disant que Hippolyte Kanambe a envoyé Laurent Nkunda faire ce qu'il faisait là, il le payait. Donc aujourd'hui, Moïse Nyarugabo parle à ses frères. Il ne savait pas que l'information allait sortir. Je crois qu'il y a une vidéo, peut-être demain vous aurez ça. Je ne sais pas si on m'a déjà envoyé ça, mais c'est une vidéo qui... C'est grave. Attendez. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc ces gens-là, c'était des Rwandais, mais qui nous ont mis là où nous sommes avec une constitution qui n'a rien à voir avec la RDC. Donc c'est des choses qu'on doit se dire en tant que Congolais. On n'a pas besoin de dialogue, on a besoin de changer la constitution. Pas de dialogue. Si le président Tshisekedi accepte le dialogue, il s'est trahi lui-même parce que ce dialogue-là, c'est venu du Rwanda, c'est venu de la France. C'est eux qui sont en train de faire pour rendre le pouvoir du président nul. Ils veulent enlever son pouvoir. On n'a pas de dialogue. Le pays est régi par les textes.
il a été aux élections, il a gagné les élections, qu'il parte avec son mandat jusqu'à la fin. Pas question de dialogue pour ramener Hippolyte Kanambe, Katumbi et tous les autres là. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, non, il y a des pays, il y a des problèmes dans les pays. Non, les problèmes ne sont pas dans les pays. Les problèmes, c'est une agression. Les Américains disent agression. Nous voulons dire maintenant que c'est une guerre congolaise. Comment? Parce que si on dit qu'il y a dialogue, c'est par rapport à la guerre. Oh non, il faut que la réconciliation, que tout le monde rentre. Mais Hippolyte Kanambe, c'est prouvé par la justice que c'est un étranger. Il est allé commencer la guerre avec ses frères rwandais. Ils ont attaqué. Donc, le dialogue est à Doha. Le dialogue est à Washington. Pas un dialogue entre Congolais. Entre nous, on n'a aucun problème. Les Franck Djongo et les autres qui sont partis, ils sont partis rejoindre cette rébellion, cette agression étrangère. C'est le Rwanda qui a agressé la RDC. Donc, nous, on n'a jamais envoyé les Henri Magé et les autres, les Steve Wembe, entrer dans cette aventure-là du Rwanda. Ils voulaient utiliser les Congolais pour rendre ça congolais. Non, c'est une histoire du Rwanda. Dès qu'on a stoppé avec le Rwanda, l'affaire là est finie. Hippolyte Kanambe, c'est un citoyen rwandais. Donc, il a retrouvé sa nationalité. Il est bien là-bas. Moïse Nyarugabo vient de l'exposer aujourd'hui en disant que c'est lui qui était en train de faire tout avec Laurent Kunda. Laurent Kunda, c'est le pire des criminels qui a massacré. Quand on parle de 10 millions de morts, c'est sous Laurent Kunda qu'on a eu beaucoup de massacres. Les Makenga ici n'ont pas atteint le niveau de Laurent Kunda. Là, on était en train de raser des villages. Il y a eu des fosses communes de plusieurs personnes. Et Laurent Kunda, c'est un citoyen rwandais qui est à Kigali, dans une résidence bien gardée. Donc, mes chers amis, pour bien dire, nous avons hier annoncé que des généraux ougandais étaient dans le dispositif d'attaquer la ville de Bunia, bien évidemment avec la milice CRP de Thomas Lubanga et un certain chef là, Kawa, qui était parti pour rejoindre cette organisation criminelle et venir détruire tous les efforts de développement en Ituri que nous sommes en train de voir aujourd'hui sous le leadership militaire. Donc, un grand travail est en train de se faire en Ituri, à Bunia. La population vit dans la paix, les élèves vont à l'école, les parents vont au travail, les marchés sont ouverts, le commerce se fait. Subitement, ces gens-là, parce que l'armée a récupéré plusieurs sites miniers, nous avons cité tous ces noms-là hier. C'est là où ça sortait plusieurs milliards de dollars. J'ai dit plusieurs, c'est pas 1 milliard, c'est pas 2 milliards, c'est pas 3 milliards. Beaucoup de milliards par an. C'est un commerce où il y a le coltan, il y a l'or, il y a les diamants, il y a le pétrole, il y a beaucoup de choses en Ituri. Il y a du bois. Donc, vous avez le territoire de Mambasa, qui est riche, les bois là-bas, l'or là-bas, les diamants là-bas. Vous avez le territoire de Mahagi, riche, le territoire de Djougou. Tous ces territoires-là, c'est des territoires très riches. En fait, bon, quand je veux dire ça, on va dire non, peut-être c'est le Congo central qui est plus riche. Pour l'instant, la province la plus riche, ce n'est pas le Lualaba, c'est l'Ituri. Je dis bien c'est l'Ituri. Si le Lualaba était le plus riche, on ferait la guerre là-bas. Quand vous voyez la guerre en Ituri là, c'est pour essayer de couper cette partie-là, parce qu'ils se sont dit, le nord Kivu, le sud Kivu, le Rwanda prend,
l'Ituri, tout ça, jusqu'au côté Haut-Touélé, Bas-Ouélé, l'Ouganda prend ça avec la chop. Ils veulent couper le Congo en deux. Donc, l'Équateur, les Bandundu, les Kasaï et les Katanga restent, et Kinshasa reste un pays. De l'autre côté là, et aussi prennent de l'autre côté. Mais nous avons demandé que le gouvernement, que l'armée se prépare à renforcer l'Ituri pour que la surprise du genre Goma ou Bukavu n'arrive pas. Parce que nous avons alerté avant que Goma tombe. Nous avons demandé qu'on puisse renforcer, que les choses, qu'on n'attende pas que la ville tombe. Nous avons fait la même chose pour Bukavu et c'était toujours comme ça. Vous parlez, on vous dit non, soyez calme, vous ne connaissez pas. L'armée est en train de se préparer. C'est le terme qu'on nous disait. L'armée est en train de se préparer. Quand Goma tombe, la même armée, on commence à nous faire des communiqués longs comme ça, en train de demander à la communauté internationale. Là, Trump est en train d'appeler la RDC, les FARDC, à frapper le Rwanda. Trump a parlé dans un tweet. Il a... Attendez. Voilà. Donc, ce tweet-là, c'est Trump qui a fait ça. Il dit, it is very hard, if not possible, to win a war without attacking an invader country. Donc, il dit que c'est vraiment difficile, presque impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays qui vous a envahi. It's like a great team in sport that has a fantastic defense. Donc c'est comme une grande équipe dans le sport qui a une très bonne, fantastique, une très bonne défense, but is not allowed to play offense. Mais qui n'est pas autorisé à jouer à l'offensive. There is no chance for winning. It's like that with Ukraine and Russia. C'est-à-dire, ils n'ont pas la chance de gagner. C'est comme ça l'Ukraine avec la Russie. Crooked and grossly incompetent. Joe Biden will not let Ukraine fight back. Donc, c'est comme... c'est incompétent de mon prédécesseur qui n'a pas laissé l'Ukraine frapper à son tour quand il a été frappé. Donc, riposter. Only defend. How did that work out? Donc, seulement défendre. Comment cela pouvait marcher? Regardless, this is a war that would have never happened if I were president. Bon, malgré ça, cette guerre ne pouvait pas arriver si j'étais président des États-Unis. Zero chance, interesting times ahead. Donc, pas de chance, mais il y a beaucoup de bonnes choses à venir. Donc, vous voyez, ici, Donald Trump s'adresse, il parlait de la situation de l'Ukraine. Il dit, sous mon prédécesseur, on n'a pas permis à l'Ukraine de se défendre. On ne peut pas gagner une guerre si on n'attaque pas, on défend toujours, même si on a la meilleure des équipes au monde. Tant que vous allez défendre, vous n'allez pas gagner. Vous ferez peut-être match nul, 0-0. Si vous avez une bonne défense, ils vont vous attaquer et ça sera, ils ne vont pas marquer chez vous. Donc, le match va se terminer 0-0. Vous n'allez pas gagner. Mais pour gagner, il faut aller en attaque. Donc, nous, depuis 4 ans, notre armée est comme Trump dit là.
Trump appelle l'armée congolaise à aller à l'offensive, pas à continuer à nous justifier, non, on a évité le bain de sang. Trump ne sait pas que quand vous attaquez, quand on vous attaque, il faut riposter parce qu'il y aura des bains de sang. En Ukraine, tous les jours, les gens meurent. Trump a dit, il y a 7000 militaires qui viennent de mourir entre l'Ukraine et la Russie. Les gens vont mourir, c'est la guerre. Comment vous pensez que dans une guerre, qu'il n'y ait pas de morts? Parce que quand ces gens-là entrent dans une ville, quand vous évitez les bains de sang, oh non, on a quitté Kinshasa, on a fait le plus stratégique pour que ces gens-là entrent calmement, qu'il n'y ait pas de bains de sang. C'est faux, parce que quand ils arrivent à Kinshasa, ils commencent à tuer, c'est les bains de sang. Les sangs que les rebelles font couler et les sangs, si vous étiez là à défendre la population, c'est différent. C'est ridicule. Trump ne comprend pas, il dit, mais il n'y a aucun pays au monde qui peut gagner une guerre s'il est à la défensive. Il faut attaquer. Il faut une équipe de football. Il a pris l'exemple d'une équipe de football. Quand vous voulez gagner, il faut aller à l'attaque. Vous défendez, vous attaquez. Au Congo, l'armée congolaise défend. À un moment donné, il recule, il laisse. Non, non. Nous appelons la communauté internationale à témoin. Nous prenons la communauté internationale à témoin. Quelle communauté internationale? Il est temps maintenant. Uvira est sous pression. Ituri sous pression. Walikale sous pression. On ne peut pas comprendre que nous ayons un chef d'état-major général avec ses collaborateurs. Ils ne sont pas en mesure d'élaborer un plan d'attaque pour déstabiliser. Tout le monde dit que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Il n'y a qu'au Congo où on dit non, c'est le M23, ce n'est pas le Rwanda. Mais attaquer le Rwanda, attendez, hein. Comme Paul Kagame a dit hier dans son discours là devant les militaires, il a dit quoi? Maintenant, on va attaquer et la RDC et le Burundi à la fois. Paul Kagame a dit ça. Je sais qu'il est déjà perdu, il ne réfléchit plus normalement. Mais qu'il ose avec le Burundi, vous allez voir ce qui va se passer. C'est là que nous serons vraiment ridicules, parce que le Burundi, sans ressources, va, même s'il faut mourir, même si c'est tout le pays qui va mourir, le Burundi ira en attaque et ça va être terrible. Nous, un grand pays, nous sommes peureux, notre armée n'arrive pas à attaquer, notre armée depuis 4 ans recule. Ça, c'est le président américain qui dit, si j'étais président des États-Unis, à l'époque où la Russie avait attaqué l'Ukraine, cette guerre n'allait même pas avoir lieu. Il allait seulement commencer. J'ai dit à l'Ukraine, attaquer, je lui donne tout ce qu'il faut. La Russie n'allait même pas continuer la guerre. On allait demander à le cessez-le-feu. Oui, il est un Biden incompétent qui n'a pas compris qu'il fallait attaquer. Il a laissé l'Ukraine en train de se défendre, en train de mettre des boucliers anti-missiles. D'autres missiles passent, ça tue les gens, d'autres missiles sont interceptés. Il dit, c'est quelle guerre ça? On ne peut pas gagner une guerre comme ça. Mais c'est le gouvernement congolais. Mais c'est l'armée congolaise. Est-ce que c'est entré? Vous avez compris ça? Vous êtes quel genre d'armée? Vous êtes allé à l'école, je ne sais pas, de guerre. On vous a appris, vous avez seulement retenu la théorie sur la défense et non pas sur l'offensive. Comment vous ne pouvez pas frapper ces gens-là pendant une semaine? Vous mobilisez des militaires de toutes les unités, les paracommandos, les parachutistes, les forces spéciales, les hiboux, tout ce que vous racontez là, toutes les unités différentes. Oui, parce que dans l'armée, vous avez plusieurs types de militaires. Il y a des militaires qui peuvent se battre dans l'eau, qui peuvent se battre sur les montagnes, les militaires qui peuvent se battre la nuit, les forces spéciales qui peuvent pénétrer les lignes ennemies. Vous avez tout ça. Pourquoi vous n'utilisez pas? Nous avons vu des marches d'endurance dans des grandes villes, à Lubumbashi, à Kinshasa. Des militaires, la population était très contente. Ces militaires-là, on ne les voit pas au front. Vous laissez la charge aux Wazalendo. Parce que, soi-disant, vous
respecter les cessez-le-feu. On vous a dit que ces gens-là, vous êtes à dos avec eux. Ils sont en cessez-le-feu. Vous parlez avec eux et ils continuent à s'approcher d'Uvira. Parce que dans la logique, dans la philosophie militaire de Kagame, c'est fight and talk. C'est-à-dire, nous battons, nous parlons. Nous battons, nous parlons. On ne parle pas, on arrête de se battre. Non, on continue à se battre, mais on parle. Mais du côté congolais, c'est talk and not fight. Ça n'a pas de sens. Vous respectez quel cessez-le-feu. Ok, on s'entend. De 8h à 15h, personne ne tire sur l'autre. Il est 6h du matin. 8h du matin, personne n'a tiré. 9h, personne n'a tiré. 10h, personne n'a tiré. 11h, quelqu'un tire. Vous dites non, non, on s'est entendu jusqu'à 15h, personne ne tire. Et ils sont en train de vous tirer. Vous faites comment? Fight back. Fight back, c'est-à-dire quoi? Riposter. Quand ils sont en train d'avancer, vous avancez. C'est ça l'offensive. C'est lui qui va être faible, va être repoussé, et vous le repoussez juste dans son dernier retranchement. Comme ça, il ne revient plus. Je ne suis pas militaire, je ne peux pas vous donner la morale, mais ça, c'est un président américain qui vous dit. Il n'y a aucun... D'ailleurs, le président américain, non seulement il a dit qu'il n'y a pas une équipe qui peut gagner s'il joue seulement à la défense, mais il a aussi ajouté en disant aux ministres américains, aux chefs de département, parce que là-bas, les ministères, on appelle département. On dit State Department. State Department, c'est-à-dire les ministères des Affaires étrangères. Department of Treasury, c'est-à-dire le ministère des Finances. Department of Defense, le ministère de la Défense. Department of Justice, le ministère de la Justice. Maintenant, il dit, Trump, il a dit ça avant-hier. Il dit, on ne peut pas, je ne conçois pas comment les États-Unis, avec toutes les prouesses, nous avons gagné les 2 guerres mondiales. Nous avons aujourd'hui dominé le monde et tout ça. Comment on peut avoir un département de la défense? C'est inconcevable. On doit avoir le département de la guerre. Department of War. Oui. Il dit on doit avoir le département de la guerre et non pas un département de la défense. On défend quoi? On doit, quand on nous attaque directement, on riposte, on attaque. C'est le département de la guerre, pas le département de la défense. Il dit, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On défend bien à l'attaque. Ah, voilà, ça c'est ma contribution à moi. Ça c'est pas Trump. Je dis ceci, on défend bien à l'attaque. C'est-à-dire, si vous avez une bonne attaque, votre défense ne va même pas travailler. Vous allez marquer des buts et votre défense va être vraiment... On défend bien à l'attaque. Vous ne défendez pas à la défense. Défendez à l'attaque. Donc, vous bloquez déjà les autres à pouvoir arriver dans votre camp. Oh, qu'est-ce que vous connaissez? Vous voulez donner des... papa, reconnaissez quand même la capacité de quelqu'un. Je ne suis pas... Je n'ai pas toutes les compétences. Je ne connais pas tout. Mais dans ce que je connais, le peu que je connais là, reconnaissez, non, les gars là. Ouais. Quand on met autant de personnes, lui, vous connaissez, non? Vous connaissez les ministres, vous connaissez ces gens-là. Vous mettez ce Moubenga là-bas. Le cerveau, quand Dieu crée l'homme, il met des choses dans l'homme. Vous ne pouvez pas enlever ça. Vous ne pouvez pas avoir ce que lui a. C'est ça aussi la vérité. Vous avez bien fouillé le ça. Bien nous pouvons sortir comme ça. Oui, ok, Dieu vous pardonne parce que des fois, je regarde, je dis, bien boulonton, tout bidon, non. Il n'y a que les bourriques qui. Bien boulonton, tu viens de moutoy. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Ah, qu'est-ce qu'il connaît?
Hey papa, sois humble. Je peux te mettre là, je te fais asseoir, je t'enseigne. Toi, tu commences à me regarder comme ça, comme si tu as vu un Dieu. C'est peut-être là des choses. Toi, tu peux faire des émissions chaque jour, sans lire, sans faire quoi. Comme ça, tu viens, tu parles. Toi, tu peux faire ça. Ça, c'est... J'ai à peu près 50 doctorats. Prenez mes vidéos de 10 ans ici. C'est des thèses et des thèses de doctorats. Vous pensez que ceux qui défendent leurs thèses là, c'est quoi? Ils font quoi? C'est quelle théorie? Les choses que je vous dis ici, ça dépasse. C'est des théories qu'on peut enseigner, enseigner, enseigner. Ma professeur, ils savent que les gars, là, il faut faire attention. Ils savent. Moi, on a une sans blague. Nous avons ils se disent, les gars là, il est structuré. C'est pas, il ne faut pas le considérer comme ça. Mbenga, mbenga du tomakumbu. Chimboubui. Non, qu'on voit. Loïc Abidj. Babi. Quelqu'un a dit, oh non, tu es chrétien, tu insultes les gens. Non, non, je n'insulte personne. Quand Jésus a dit race de vipères, là, il avait insulté. Babi, mon ami, Loïc Abidj. Ah non, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas insulter les gens. Jésus, fils de Dieu. Il dit race de vipères. Race de vipères en Tchoukou, c'est quoi? Hein? Bana banyoka. Bana banyoka. C'est bien un imbécile comme ça. Bana banyoka. Jésus leur a dit, imbécile comme ça. Race de vipères. C'était ça. Il est arrivé dans l'église, il a frappé. Il n'était pas l'enfant, il n'était pas fils de Dieu. Vous êtes trop spirituel. Oh non, tu es chrétien, tu ne peux pas insulter les gens. Quand quelqu'un n'est pas insultable, on ne l'insulte pas. Mais si tu es insultable, non, il y a des gens qui sont insultables. Tu regardes, tu dis, tu as une tête très en forme trapèze, hein, trapézoïdale. Le bambois, Baba Yona. Non, quand on grandissait, il y avait d'autres insultes. Hein. On dit bambou, Baba Yona. Donc les Baba, là, il y avait les Baba Yona, les Baba Samuel, Baba Amos. Alors quand on voit ton manteau là, on dit les manteaux comme les Baba là. tu peux aller te pendre. Non mais bon, ça c'est juste dans l'ambiance. Hein. On est bien éduqué. On fait bien des choses. Avec Dieu, nous vaincrons. Bonsoir.